Nous sommes là au service de l'État depuis des lustres, depuis plusieurs années. Pour certains, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans, jusqu'à 18 ans. Je peux prendre l'exemple même du département de la Likwala, où nous avons même des communautaires de plus de 60 ans. Quel avenir réservé pour ce papa qui a plus de 60 ans? Ils sont insensibles, nos autorités-là. Madame, que dites-vous à notre égard? Mais elle a mâché les mots. Elle nous fait comprendre que la vie, c'est d'abord un choix. On ne peut rien faire pour ces communautaires âgés. Et elle a demandé même à la dame qui nous accompagnait, notre collègue, si elle avait quel âge. Elle a dit que j'ai déjà 54 ans et j'ai vieilli sur le terrain. Mais elle a dit qu'on ne peut rien faire pour vous, madame. La vie est un choix. C'est à vous de voir. Si vous vous asseyez à la maison, on va vous remplacer. Et si vous continuez, donc l'État va continuer à vous prendre en charge. Mais prendre en charge comment? La bourse ne passe pas pour... Pardon, Fabrice. Ça, c'est la Oui, je vous suis, directrice monsieur le de journaliste. cabinet, vous avez dit, la directrice de cabinet qui répond comme ça à une enseignante communautaire que si vous restez à Oui, la exactement. maison, ben, on vous remplace. Et si On vous vous remplace, continuez à oui, bien sûr. enseigner, ben, on continue à prendre charge de vous. Mais bon, voilà. Dans les conditions que tout à l'heure, d'ailleurs, Ghislain a expliqué, une sorte de menace pour dire que, ben, écoutez, vous faites comme on vous le demande. Si vous ne voulez pas, restez chez vous, on va les remplacer. C'est Et ça. effectivement, elle a été claire sur ce point-là, puisque c'est ce qu'elle a dit. Vous restez à la maison, ben, c'était un choix. Il commençait à évoquer, à donner des exemples sur sa vie et autres. Mais donc, vous restez à la maison, on vous remplace, vous continuez à travailler, l'État va continuer à vous prendre en charge. À la fin de votre carrière, on verra s'il faut introduire des dossiers au Trésor, on vous paye vos droits. Vraiment, c'est inadmissible. C'est pas humain, c'est pas humain vraiment. Pour une mère de famille, elle ne pouvait pas raisonner de la sorte. Mais vraiment, c'est pas c'est inhumain, je l'ai dit d'ailleurs d'entrée de jeu. C'est en fait vous prendre pour des esclaves. Et c'est ça le problème avec les administrations congolaises, c'est-à-dire on n'a aucun respect pour l'être humain, on n'a aucun respect pour son semblable. On peut, voilà, lâcher des paroles aussi dures comme ça à quelqu'un pour lui dire si tu ne veux pas, tu restes à la maison, on te remplace. Ça ne se passe qu'au Congo-Brazzaville. Alors, je vais donc me retourner encore vers Gisela. Alors, Gisela Badakissa, vous étiez donc au ministère de l'Enseignement pour un sit-in. Bon, tout à l'heure, là, il y a Fabrice qui vient de nous expliquer ce que la directrice de cabinet, c'est la directrice de cabinet du ministre, c'est ça? Ah oui, c'est bien ça. Et le ministre lui-même, il n'était pas là, vous ne l'avez pas rencontré? Bon, le ministre, en tout cas, on ne le maîtrisait pas parce qu'au sortir du bureau de la directrice du cabinet du ministre, alors, le conseiller Mayinga nous a appelés à son bureau. Quand nous sommes arrivés là-bas, même pas une minute, on entend dans les couloirs, ils sont où là, ils sont où là, où ils sont là? Et il y a monsieur le ministre qui a besoin d'eux. Et nous sommes ressortis et nous nous sommes encore retrouvés dans le bureau de Madame la directrice du cabinet. Quand nous nous sommes installés, et voilà, c'est le ministre qui entre. Nous nous sommes levés comme signe de politesse pour lui dire bonjour. Il dit non, 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 asseyez-vous, asseyez-vous. C'est vous qui cherchez mon débat, asseyez-vous. En principe, je ne devrais même pas parler avec vous. Il commençait à râler, vraiment raconter. Moi, j'ai demandé la parole à 2 reprises. Il m'a refusé, il dit en temps normal, je ne devrais même pas causer avec vous. Comme vous avez voulu mon départ, vous avez demandé mon départ, alors, comme je suis encore ministre, dès octobre, je vais vous retirer les emplois du temps, vous n'allez plus travailler. Et quelques minutes après, il change d'avis et en nous disant que non, mais tout ce que vous avez entendu au sortir d'ici, faites, c'est comme si rien n'était. Alors, on était un peu confus. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il voulait dire et qu'est-ce. En tout cas, vraiment, on ne comprenait plus. Mais, monsieur le journaliste, on vous assure que il s'était mis dans tous ses états. Et notre banderole, ils avaient confisqué ça. Jusqu'à présent, ça se trouve même ça là. Comment ça? Le ministère confisque votre banderole pour quelle raison?
Mais c'est une Mais revendication, vous vous exprimez, c'est tout normal. Et ici même, on a toujours rappelé l'article 25 où voilà, les Congolais sont libres d'exprimer leurs opinions de quelque manière que ce soit, par quelque support que ce soit. Comment se fait-il que ces ministres finalement deviennent allergiques à l'expression, à la liberté d'expression? Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons revenir sur la situation des enseignants communautaires actifs du Congo. Actifs parce qu'ils sont en exercice pour certains depuis 15 ans, d'autres 18 ans, il y en a aussi à 10 ans, mais soumis à un traitement inhumain. C'est le cas de le dire. Sinon, comment comprendre qu'un enseignant qui consacre tout son temps, son énergie, donc toute sa vie, à former l'élite de demain soit payé à 10 000 francs CFA. Parfois, ce n'est pas régulier pour ceux qui ont la chance, en 20 000, 30 000, ils arrivent parfois à 50 000, mais est-il que toujours, voilà, comme qui dirait, à compte-goutter. La preuve, c'est que maintenant là, ils accusent 3 mois d'arriéré, j'allais dire, c'est 3 mois d'arriéré ou bien 3 mois successifs qu'on ne vous a pas payé. C'est 3 mois d'arriéré, nous pouvons dire, monsieur le journaliste. 3 mois d'arriéré pour ces petits montants. Donc, vous accusez 3 mois d'arriéré que vous revendiquez d'ailleurs la raison même de votre sitting lundi 19 août, c'est ça, lundi dernier, au ministère de l'Enseignement, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Voilà, donc on va commencer on va commencer avec Fabrice. Vous allez nous restituer, hein, c'est une restitution bien entendu. Donc Fabrice Makankani, je rappelle que nous avons donc sur le plateau, nous avons également Ghislain Banakissa, c'est bien cela, il est responsable adjoint, c'est comme ça qu'on peut appeler ça, sinon le vice-responsable du collectif. Et Fabrice Makankani, c'est le coordonnateur, donc le responsable premier, s'il faut le dire comme ça, donc le coordonnateur du collectif des enseignants communautaires actifs du Congo-Brazzaville. Alors, Fabrice, je vais commencer donc avec vous. Le 19, vous avez organisé un sit-in au ministère de l'Enseignement. Comment ça s'est passé? Oui, ben, je peux dire que ça s'est bien passé de notre côté, puisque nous étions là bien présents et les collègues aussi ont répondu présents à l'invitation, parce que le but, c'était quoi? De revendiquer nos droits qui sont bafoués par le ministère de tutelle, par l'État et ainsi que le gouvernement. Alors, nous sommes arrivés au ministère et nous avons donc notre banderole où nous avons donc mentionné le but de notre retrouvaille du sitting. Alors, nous avons donc demandé la démission de notre ministre Jean-Luc Mountou ainsi que de ses collaborateurs, donc le DGH, ensuite le conseiller Poiti avec son apprécié modèle Félicien. Alors, nous sommes arrivés donc au ministère avec notre banderole et des prospectus que nous avons donc distribués aux passants, aux véhicules et même les taxis et bus. Voilà, et quelques temps après, Madame la directrice est arrivée. Elle a envoyé quelques attachés pour venir nous chercher. Donc, il fallait négocier avec eux. Bon. Au départ, nous n'avons pas voulu d'abord parler avec eux parce que le but, ce n'était pas donc d'aller négocier avec eux, mais c'était juste d'aller faire le sitting revendiqué, puisque nous avons écrit plusieurs lettres sollicitant l'audience. Nous n'avons jamais été reçus. Donc, le but de ce jour-là, c'était juste de manifester, de faire du bruit pour faire comprendre à l'opinion nationale et internationale ce que nous sommes en train de subir. Et les enseignants ne sont pas respectés. Nos droits sont bafoués. C'est ça notre objectif de ce sitting. Merci Fabrice. Je vais donc passer la parole à Ghislain qui est aussi avec nous. C'est le responsable en second. Alors Ghislain Banakissa, vous êtes responsable adjoint, c'est ce qu'il faut dire, du collectif des enseignants communautaires actifs. Je voudrais un petit rappel avec vous sur les enseignants communautaires actifs et les problèmes voilà, que vous connaissez maintenant. bien, merci, monsieur le journaliste. Présentement,
on nous appelle les communautaires parce que c'est une petite histoire que vous devriez connaître. Au départ, nous étions tous des prestataires. Alors, quand le ministre Colline Makosso est arrivé à la tête du MEPSA, il nous a divisés. D'un côté, il y a des finalistes, donc ceux qui sont sortis des écoles normales, c'est-à-dire ENES, École normale supérieure, et ENI, école des instituteurs. Donc, d'un côté, ceux-là, et de l'autre côté, ceux qui sont sortis dans les facultés, à Bayardel, ceux qui ont la licence, et ainsi de suite. Alors, nous étant sortis des facultés, on nous appelle les communautaires. De la même façon qu'ils nous ont divisés, c'est de la même façon également qu'ils ont fait du quota de temps en temps que le MEPSA reçoit pour le recrutement des enseignants. Il y a 60% des finalistes et 40% pour les communautaires. Mais Voilà un peu. le problème se pose à quel niveau, notamment sur, comment on appelle ça, l'intégration à la fonction publique, puisqu'il y a des quotas. Bien. Au niveau des communautaires que nous sommes, le problème, c'est que nos autorités au niveau du MEPSA ont fait de notre quota leur quota. C'est ça qu'ils vendent. Ah, Au c'est-à-dire, lieu de... ils usurpent vos postes à vous, vos quotas à vous, pour les donner à leurs Oui, parents, c'est ça. c'est ça, monsieur le journaliste. Donc, Et- lorsqu'ils sont en possession du quota et ils enlèvent 60% pour les finalistes et les 40%, et c'est ça qu'ils utilisent à leur, comme bon oh. leur semble. Pour votre information également, euh, à l'époque où il y avait M. Mboumaba comme étant directeur de cabinet du Mhm. ministre Colline Makoto quand il était le MEPSA, il nous a dit, c'est à vous de demander le quota, c'est à nous de gérer le quota. Bino Bozabi Langanabiso. Vous comprenez un peu, monsieur le journaliste, et c'est cette même philosophie qui continue jusqu'à présent. Pardon, pardon, Ghislain. Oui, je C'est vous le écoute. directeur de cabinet, Monsieur Mboumaba, je l'ai connu, je connais très bien, je l'ai connu quand j'étais encore à Brazzaville, qui vous dit que vous êtes leur champ. C'est ça, c'est-à-dire Binoboza, Bilanganabango, c'est-à-dire eux, ils profitent de, bon voilà, des fruits qu'on cultive sur les jardins que vous êtes, les champs que vous êtes, c'est ça. C'est-à-dire ils vous En, exploitent. en tout cas, cette parole-là était sortie au niveau du MEPSA. Disons ça comme ça parce que vous dire directement c'est X ou Y, maintenant là, c'est un peu difficile. Mais ce que je sais, parce que à cette époque, il y a l'attaché Mboulé, qui est maintenant l'attaché du conseiller Poitiers. C'est lui qui était notre président. Et c'est à lui qu'on avait dit ça. Et lui, à son tour, il est venu nous le dire. Donc, à en croire ces paroles, on comprend que, voilà, c'est la même philosophie qui continue depuis le Premier ministre, plutôt depuis le ministre Collinet quand il était le MEPSA et jusqu'à présent. Donc, le quota des communautaires est volé et vendu. Pour preuve, on ne prend pas les communautaires qui sont sur le terrain. Et donc, si j'ai bien compris, votre ancien responsable a été coopté en sorte, corrompu, et on l'a aujourd'hui, il est devenu, vous avez dit, il est conseiller, c'est ça. Oui, mais c'est comme ça, ce sont ces mêmes pratiques jusqu'à présent. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le journaliste? Au niveau des communautaires, le MEPSA a su bien nous diviser. Il y a maintenant plusieurs groupes syndicaux. Et lorsque vous revendiquez vos droits, on prend le président
quand il y a le quota, bien sûr, dans chaque groupe, on donne 2 places, 2 places, 2 places. Et si vous êtes 10 groupes, on donne 2, 2, 2, 2. Ce qui signifie, toi, le président, tu te fais recruter. Si tu as bon cœur, alors tu prends aussi ton vice et les autres, ils vont attendre leur tour. Et c'est ce qui se fait. Et le reste de quota, et c'est ça qui vendent. Ça, on doit le dire. Alors, ben, au niveau du traitement, comment ça se passe? J'apprenais que, bon, voilà, je ne sais pas si ça a changé, mais entre-temps, il y a ceux qui étaient payés dans l'ordre de 10 000, 20 000, 30 000. C'est toujours dans cette fourchette-là? Bien, alors, maintenant, nous avons changé, je ne sais pas comment dire ça. Avant, nous étions d'abord dans le régime de l'apport additionnel des parents. Ça signifie quoi? Ce sont les parents, en payant les frais scolaires, qui se levaient à 10 000 francs par élève. Alors, on enlevait 6 000 francs par élève. Et ces 6 000 francs-là, toute cette somme-là, et c'est ça qui servait à payer les communautaires pendant les 9 mois. Et les 4 000 autres restants étaient repartis en plusieurs rubriques parce que l'école prenait aussi son fonctionnement dans cet argent-là, dans les 4 000 francs. Il y a une partie qui partait à la coordination, l'autre partait à la direction départementale. Et les parents d'élèves également. Les parents d'élèves, ils avaient un quota de 500 francs par élève. Bon, imaginez si vous avez 1000 élèves, les 1000 élèves ont payé, je dis bien 6 000 francs, ça c'est la somme qu'on donnait aux prestataires. Vous voyez? Si on enlève les 6 000, les 4 000 francs qui restent, alors les parents avaient 500 francs. Comme maintenant, nous ne sommes plus dans ce régime-là, avec les accords qu'il y a eu entre la Banque mondiale et l'État congolais. Alors maintenant, notre argent provient directement euh, Mystère. du, du trésor public. Et pendant combien de temps vous êtes resté sous ce régime où c'est les parents qui payaient finalement, enfin, comme qui dirait, les frais scolaires? Pendant combien de temps vous êtes resté sous ce régime-là? Nous, nous sommes restés dans ce régime-là depuis 2000, 2018, depuis 2018 jusqu'à 2000, 2000 l'année jusqu'en 2023. Jusqu'en 2023. OK. Alors, Fabrice, je reviens donc vers vous pour comprendre finalement. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez été reçu. Vous êtes arrivé, vous avez fait le sitting. Bon, voilà. Et vous expliquez d'ailleurs que votre objectif n'était pas d'aller négocier quoi que ce soit, mais faire du bruit pour faire entendre votre voix. Mais dans tous les cas, vous avez été reçu. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec j'allais dire, les responsables du ministère de l'enseignement? Eh bien, mais disons, l'accueil n'a pas été vraiment chaleureuse. Finalement, vous voyez, vous allez vous parler comment dire, vous êtes arrivé avec un but précis de demander au ministre de démissionner et ceux qui sont là pour se servir de quotas de communautaires ne peuvent pas vous accueillir vraiment dans de bonnes conditions. C'était d'abord chaud, dur avec ses attachés, les conseillers des ministres. Et bien après, puisque la DIRCAP avait ordonné qu'on puisse nous faire entrer et discuter avec elle. Et nous, normalement, on ne voulait pas d'abord le faire. Et vous savez très bien, ici chez nous au Congo, donc avant de vous écouter, il faut d'abord faire du bruit et voilà. Et finalement, nous avons été reçus par Madame la DIRCAP. Mais comment est-ce que je peux dire, ces propos ne nous ont pas vraiment plu. Et elle n'a pas vraiment le sens de responsabilité comme maman ou, vraiment, ou comme DIRCAP. Vous Et êtes en voilà, train, qu'est-ce qu'elle nous a pardon, dit. pardon, Fabrice, vous êtes en train de dire que finalement, elle a tenu des propos discourtois envers vous, c'est ça? Oui, oui, effectivement, c'est ça. Oui, parce que qu'est-ce que nous fait comprendre? Commençons d'abord par la bourse, le paiement de la bourse que nous revendiquons du mois d'avril, mai et juin. Qu'est-ce que nous fait comprendre? Si on ne paye pas la bourse, c'est parce que les DD, donc les directeurs départementaux de tous les départements, n'ont pas encore fourni des listes de paiements
des bourses passées. Je dis, mais madame, mais on ne peut pas tolérer ce genre de choses entre le DDPSA et le ministre qui commande l'autre. Donc aujourd'hui, le ministre instruit ses DD de lui faire parvenir les listes de paiement des communautaires. Et ça fait déjà plus de 3 mois qu'on a payé ces communautaires jusqu'au jour où nous parlons. Les DD nous ont fourni ces listes. Mais c'est acceptable. Ça, c'est un problème de paiement. Regardez là où il n'y a même pas la lumière sur cette affaire. Donc, vous avez payé et vous n'avez pas un fichier ou je ne sais pas comment, la liste exacte de ce que vous avez. Qu'est-ce qui se passe normalement dans ce processus? Vous avez payé la première tranche, lors de la deuxième tranche, mais parce que dès le début, lorsqu'il y a eu recensement, ils ont bourré la liste. Ils ont pris même les noms communautaires. Donc, c'est un fichier même qu'il faut revoir plus tard. Donc, en dehors de cela, nous n'avons pas eu vraiment gain de cause. Je dis, madame, moi, si je sors, par exemple, je vais dire à mes militants qui attendent dehors, là, que voilà ce que nous avons obtenu de madame la DIRCAM. Ce sont donc les DD qui n'ont pas fourni de liste, raison pour laquelle on ne paye pas. Mais il y aura tapage dehors. On risque même de briser les vitres de ces véhicules que ces DD-là sont présents ici au ministère. Oh non, je n'ai pas dit cela, vous devez trouver les mots. Ah non, madame, je suis désolé. Nous ne sommes pas tous habitués à mentir. Je ne peux pas mentir aux autres. Donc, comprenez, monsieur le journaliste. Donc, fini avec l'histoire de la bourse. Nous avons évoqué encore la problématique des âgés. Madame la directrice, madame la directrice, vous nous avez employés. Alors, nous sommes là au service de l'État depuis des lustres, depuis plusieurs années. Pour certains 10 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans, jusqu'à 18 ans. Je peux prendre l'exemple même du département de la Likwala, où nous avons même des communautaires de plus de 60 ans. Quel avenir réservé pour ce papa qui a plus de 60 ans? Ils sont insensibles, nos autorités-là. Madame, que dites-vous à notre égard? Mais elle a mâché les mots. Elle nous fait comprendre que la vie, c'est d'abord un choix. On ne peut rien faire pour ces communautaires âgés. Et elle a demandé même à la dame qui nous accompagnait, notre collègue, si elle avait quel âge. Elle a dit que j'ai déjà 54 ans et j'ai vieilli sur le terrain. Mais elle a dit qu'on ne peut rien faire pour vous, madame. La vie est un choix. C'est à vous de voir. Si vous vous asseyez à la maison, on va vous remplacer. Et si vous continuez, donc l'État va continuer à vous prendre en charge. Mais prendre en charge comment? La bourse Pardon, Fabrice, pardon, Fabrice. Ça, c'est la oui, je vous suis, directrice de cabinet, vous avez dit, la directrice de cabinet qui répond comme ça à une enseignante communautaire que si vous restez à la maison, ben, on vous remplace. Et si on vous vous remplace, continuez à oui, bien sûr. enseigner, ben, on continue à prendre charge de vous. Mais bon, voilà. Dans les conditions que tout à l'heure, d'ailleurs, Ghislain a expliqué, une sorte de menace pour dire que, ben, écoutez, vous faites comme on vous le demande. Si vous ne voulez pas, restez chez vous, on va les remplacer. C'est Et ça. effectivement, elle a été claire sur ce point-là, puisque c'est ce qu'elle a dit. Vous restez à la maison, ben, c'était un choix. Il commençait à évoquer, à donner des exemples sur sa vie et autres. Mais donc, vous restez à la maison, on vous remplace, vous continuez à travailler, l'État va continuer à vous prendre en charge. À la fin de votre carrière, on verra s'il faut introduire des dossiers au Trésor, on vous paye vos droits. Vraiment, c'est inadmissible. C'est pas humain, c'est pas humain vraiment. Pour une mère de famille, elle ne pouvait pas raisonner de la sorte. Mais vraiment, c'est pas c'est inhumain, je l'ai dit d'ailleurs d'entrée de jeu. C'est en fait vous prendre pour des esclaves. Et c'est ça le problème avec les administrations congolaises, c'est-à-dire on n'a aucun respect pour l'être humain, on n'a aucun respect pour son semblable. On peut, voilà, lâcher des paroles aussi dures comme ça à quelqu'un pour lui dire si tu ne veux pas, tu restes à la maison, on te remplace. Ça ne se passe qu'au Congo-Brazzaville. Alors, je vais donc me retourner encore vers Ghislain. Alors, Ghislain Madakissa, vous étiez donc au ministère de l'Enseignement pour un sit-in. Bon, tout à l'heure, là, il y a Fabrice qui vient de nous expliquer ce que la directrice de cabinet, c'est la directrice de cabinet du ministre, c'est ça? Ah oui, c'est bien ça. Et le ministre lui-même, il n'était pas là, vous ne l'avez pas rencontré? Bon, le ministre, en tout cas, on ne le maîtrisait pas parce qu'au sortir du bureau de la directrice du cabinet du ministre,
Alors, le conseiller Mayinga nous a appelés à son bureau. Quand nous sommes arrivés là-bas, même pas une minute, on entend dans les couloirs, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Et il y a monsieur le ministre qui a besoin d'eux. Et nous sommes ressortis et nous nous sommes encore retrouvés dans le bureau de madame la directrice du cabinet. Quand nous nous sommes installés, et voilà, c'est le ministre qui entre. Nous nous sommes levés comme signe de politesse pour lui dire bonjour. Il dit non, 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 non. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est vous qui cherchez mon débat. Asseyez-vous. En principe, je ne devais même pas parler avec vous. Il commençait à râler, vraiment raconter. Moi, j'ai demandé la parole à 2 reprises. Il m'a refusé. Il dit en temps normal, je ne devrais même pas causer avec vous. Comme vous avez voulu mon départ, vous avez demandé mon départ, alors, comme je suis encore ministre, dès octobre, je vais vous retirer les emplois du temps, vous n'allez plus travailler. Et quelques minutes après, il change d'avis et en nous disant que non, mais tout ce que vous avez entendu au sortir d'ici, faites, c'est comme si rien n'était. Alors, on était un peu confus. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Et en tout cas, vraiment, on ne comprenait plus. Mais, monsieur le journaliste, on vous assure que il s'était mis dans tous ces états. Et notre banderole, ils avaient confisqué ça. Jusqu'à présent, ça se trouve même ça là. Comment ça? Le ministère confisque votre banderole pour quelle raison? Mais c'est une Mais, revendication, vous vous exprimez, c'est tout normal. Et ici même, on a toujours rappelé l'article 25 où voilà, les Congolais sont libres d'exprimer leurs opinions de quelque manière que ce soit, par quelque support que ce soit. Comment se fait-il que ces ministres finalement deviennent allergiques à l'expression, à la liberté d'expression? Qu'est-ce qui se passe concrètement au Congo? Vous vous exprimez, c'est un moyen d'expression, une banderole, et c'est reconnu par la loi, par la Constitution. Et quand quelqu'un confisque votre banderole, en réalité, il viole la loi, il viole la Constitution. C'est ça la c'est ça. vérité. Et dire que c'est un ministre ou bien c'est un ministère qui vous confisque votre banderole, il y a un problème. Vraiment, en tout cas, on a demandé qu'on nous restitue notre banderole, mais malheureusement, ils ont gardé. Pour quelle raison? Eux-mêmes, ils savent pourquoi ils se sont comportés comme ça. Nous n'étions pas violents, on n'avait pas insulté qui que ce soit, on n'a pas prononcé des paroles méchantes envers qui que ce soit. On était dehors, accompagnés avec la force publique pour revendiquer tout simplement nos droits. Mais malheureusement, il y avait les gars du MEPSA qui étaient là, qui sont sortis. Et ils ont pris, je ne sais pas s'ils faisaient partie de la ceinture de sécurité du ministre, ils ont ravi ça entre les mains de nos militants et puis ils sont rentrés avec. Alors, mais la suite, c'est quoi concrètement? C'est quoi? Comment est-ce que, j'allais dire, quelle conclusion avez-vous tiré avec le ministère, c'est-à-dire de votre organisation, bien sûr, du sitting? C'est quoi? Il n'y Ça a, il donnait y a, quoi? pas, il y a pas eu de conclusion dans cette affaire-là. Vous êtes Quand le séparés ministre, en queue de poisson, c'est ça? bien sûr que oui. Le ministre, quand il nous a reçus, d'ailleurs, il est resté debout et il n'y a que lui qui parlait. Et après avoir fini de nous dire tout ce qu'il avait sous la dent, il est sorti et nous aussi, nous nous sommes levés gentiment et nous sommes sortis. Voilà notre séparation. Comme un soldat en plus qui s'adresse, je ne sais pas si c'est assez subordonné, mais c'est quand même un problème au niveau des ministères au Congo-Brazzaville. On ne peut pas parler comme ça aux gens comme si on parlait à ses enfants et on se doit tout de même respect, même quand on est ministre dans tous les cas. Mais bref, nous découvrons tout ça, ben voilà, certains caractères, évidemment, des comportements, j'allais dire, des responsables, mais je mets ça entre griffes. Et c'est bien dommage. Alors, mais puisque vous n'avez pas trouvé gain de cause, c'est ce que j'ai cru comprendre, la suite, c'est quoi? Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Ben, demain, nous allons repartir là-bas pour faire du bruit. Vous allez repartir refaire du C'est ça. bruit au ministère. Oui. Ils sont informés? Nous avions, avant notre première manifestation du lundi là,
Avant ça, on avait déposé la lettre d'information au MEPSA. La même lettre d'information euh, au commandement de la gendarmerie. La même lettre également à la police et enfin au secrétariat de la présidence pour leur informer de notre sitting. Et donc, vous dites demain c'est vendredi 23 août 2024, vous allez repartir au ministère. Une façon de dire, tant que votre problème ne sera pas réglé, vous ne lâcherez pas, c'est ça? Non, nous ne lâcherons pas. Alors, Fabrice, je vais donc revenir vers toi, ma compagnie. Alors, après ça, puisque vous allez repartir demain, comme qui dirait au combat, c'est bien cela, vous repartirez donc au ministère pour un autre setting, là, c'est ce que j'ai cru comprendre, aller faire voilà, du bruit pour faire entendre votre voix. Et les amis sont informés. Vous me disiez qu'il y avait une déclaration que vous devriez faire. Oui, mais avant de faire la déclaration, j'ai Oui? bien voulu donc reprendre les propos du ministre. J'ai bien voulu reprendre les propos du ministre. Parce que Oui, lorsque nous donc sommes les arrivés, propos du ministre. Allez-y, oui. oh oui, dès qu'il est rentré, nous avons voulu donc nous lever. Il nous a demandé de nous asseoir parce que nous avons demandé donc son départ. Alors, il s'est mis à parler. D'abord, il nous a dit qu'il n'était pas obligé de nous recevoir. D'ailleurs, il n'allait pas nous recevoir puisque nous avons demandé donc son départ. Et de toutes les façons, il n'a jamais demandé être ministre. Il a été nommé. Alors, si vous voulez ma démission, alors c'est au président de la République de me demander de démissionner. Vous avez demandé la démission du DGRH Kotalou. Ça se fera par conseil de ministre. Vous avez demandé la démission du conseiller Poitiers. Eh bien, je partirai avec mon conseiller. Alors, vous avez demandé de gérer le quota. Je vais pas m'asseoir avec vous puisque vous avez demandé ma démission. Alors, vous demandez un quota en masse, eh bien, il faut aller à la fonction publique. Mais de toutes les façons, vous m'excusez parce que je pose le temps. Et normalement, je ne devais pas normalement m'excuser. De toutes les façons, je m'excuse quand même parce que je suis poli. Donc, ce sont les mêmes mots qu'il répétait à tout moment. Et à la fin, il nous dit d'abord, bon, écoutez, tout ce que vous avez entendu ici, faites comme si je n'ai rien dit, c'est comme si vous n'avez rien entendu. Et après, il répond encore sur ses propos. Mais de toutes les façons, je vais m'assurer, puisque je suis encore ministre jusqu'en octobre, je vais m'assurer que vous n'allez plus repartir en classe. Je dois vous retirer les emplois du temps. Donc, ce sont des menaces comme ça qu'un ministre porte à l'égard de ses collaborateurs. C'est inadmissible, vraiment. Alors, Et donc, donc pardon, si j'ai bien compris, pardon, si j'ai bien compris, puisqu'il vous dit que qu'il est encore là jusqu'en octobre et il veut s'assurer que les emplois du temps vous ont été retirés. C'est ça la menace qu'il a brandie là-bas. Ça veut dire que oui, il va maintenant travailler pour vous récupérer, voilà, tous ces emplois du temps, question de vous renvoyer à la maison. C'est ça. C'est ce qu'il va faire maintenant. c'est bien ça, c'est bien ses propos à lui. Mais nous ne sommes pas contre M. Jean-Luc Moutou, mais nous sommes contre son système. Nous voulons donc démanteler ce réseau-là. Parce que nous sommes des ayants droit. Le quota alloué au MEPSA pour les communautaires est servi à des fins personnelles. Je le répète bien, c'est monsieur, je ne sais pas si c'est lui qui se sert du ministre ou ce sont ces ministres qui se servent de ce monsieur Poiti, le cerveau. C'est lui qui gère le quota des communautaires. Et moyennant 300 000, 400 000, 500 000, 800 000. Et nous ne voulons plus de ça. Alors, nous nous sommes Alors, rendus aujourd'hui pardon, au pardon, ministère si j'ai bien public. compris, si j'ai bien compris. Évidemment, il y a Ghislain qui avait expliqué ça dès le début. Donc, on vole vos quotas, on les vend à d'autres personnes, notamment ben, ça doit être les parents de ces responsables. Et c'est eux qui volent vos quotas à vous. Et quand vous revendiquez vos quotas, ils vous menacent de vous retirer les emplois du temps, de ne plus travailler, de rester chez vous, parce que, comme avait dit d'ailleurs la directrice de cabinet, vous restez chez vous et puis on vous remplace. Voilà. Donc, on vous brandit cette menace-là. Oui, c'est bien cela, c'est bien cela. Alors, mais finalement, mais nous avons pris donc l'initiative de se rendre au ministère de la fonction publique afin d'avoir des éclaircissements sur le processus de recrutement par rapport aux âgés.
puisqu'on nous dit, dépasser 45 ans, on ne peut plus vous recruter à la fonction publique, alors qu'on pouvait, on pouvait nous recruter en tant que contractuels. Alors, nous sommes rendus là-bas, donc nous avons donc le manuel, là où nous avons le journal officiel, où nous avons donc des dispositions générales. Donc, le statut de la fonction publique. Je peux même me permettre de lire ici le titre 3 des dispositions particulières applicables aux agents non titulaires. Alors, l'article 265. Par exception au principe de l'occupation des emplois publics par les fonctionnaires, il est autorisé la collaboration d'agents non titulaires dans l'exercice de certains emplois permanents et non permanents dont la liste est initiativement énumérée dans les conditions définies par la présente loi. Les agents non titulaires et non bénéficiaires dans la garantie de carrière. Chapitre 1, on nous parle ici, bon, je prends d'abord l'article 268, où on nous dit les agents contractuels sont recrutés par des contrats administratifs pour exécuter un emploi permanent ou non permanent. Chapitre 2, du recrutement des agents contractuels. Section 1, du recours à des agents contractuels. Article 269, l'administration peut recruter des agents contractuels pour l'occupation de certains emplois permanents limitativement énumérés par décret en conseil de ministres. L'article 270 nous dit ceci. L'administration peut recruter des agents locaux dans certains emplois dont les représentants de l'État à l'étranger lorsque les besoins du service les justifiant. Mais ce qui nous concerne ici, c'est l'article 269, où même le Premier ministre peut signer un décret. Donc, si le ministre fait recours au Premier ministre qui doit signer un décret pour recruter les enseignants communautaires. Et ils peuvent travailler au moins 6 ans, 7 ans, 10 ans et à la fin de leur carrière, on peut donc payer le service rendu ou leurs droits. Mais c'est la mauvaise foi, c'est vraiment une manque de volonté. Si je peux poursuivre mes propos en lisant donc la section 2, il y a ici modalité de recrutement des agents contractuels. On prend ici l'article 272. Ne peuvent être recrutés par contrat que tout Congolais ne remplissant pas les conditions requises pour être recruté en qualité de fonctionnaire. Et là, il s'agit donc de nous, les communautaires, puisqu'on parle des âgés. Donc, on peut nous recruter Oui, en mais tant que évidemment, contrat. pardon Fabrice, mais bon, dans tous les cas, la situation, elle est claire. Vous avez quand même eu la volonté d'enseigner, comme qui dirait, l'élite de demain, nos enfants, les enfants congolais. Vous avez eu cette volonté, comme on l'a dit au départ, des enseignants volontaires. Vous avez montré votre volonté, votre amour pour le pays et travailler ou exercer pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans, et qu'à la fin, qu'on vous dise, non, vous êtes maintenant trop vieux, qu'on ne peut plus voilà, vous recruter dans la fonction publique, je crois que ça ne peut relever que de la mauvaise foi en plus. Mais lorsqu'on écoute, selon les propos que vous avez rapportés, on se rend compte qu'il y a comme une certaine, j'allais dire arrogance, mais c'est du cynisme, simplement. Des gens qui pensent que la fonction publique leur appartient, le ministère leur appartient, c'est leur propriété, ils peuvent décider comme ils veulent. Alors que, voilà, ils sont là pour, euh, j'allais dire, pour les Congolais. Mais là, bon, Voilà. bref. Alors, on va donc terminer puisque le temps, est presque à la fin. Je vais probablement vous laisser, voilà. Je vais vous laisser le temps de lire votre déclaration. C'est ce que j'ai cru comprendre que vous aviez une déclaration à rendre publique. Et ça sera la fin. Oui, c'est cela. Nous sommes réunis donc le mercredi 14 août 2024 à 11 heures en Assemblée générale. Et finalement, nous avons initié donc un message à adresser au président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Donc, je vais me permettre de lire cette déclaration qui date du 14 août 2024. Message adressé à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État.
réunis le mercredi 14 août 2024 à 11h30, le collectif des enseignants communautaires actifs du Congo revendique le paiement de la tranche boursière couvrant des mois d'avril, mai et juin. C'est après un grand travail abattu donc par les enseignants communautaires pour la préparation des différents examens qui est pour le MEPSA un échec. Ensuite, le gouvernement doit également préparer la bourse des mois de juillet, août et septembre avant la rentrée de classe 2024-2025 pour éviter une année blanche. Le CECAC informe le chef de l'État et son gouvernement que les rapports fournis par le MEPSA à l'endroit du président de la République, au vénérable président du Sénat, à l'honorable président de l'Assemblée nationale et au gouvernement sont des faux rapports dans le processus de fonctionnement d'abord des écoles et la gestion des quotas. Par ailleurs, depuis 2019, malgré de nombreux quotas alloués au MEPSA, d'autres personnes autres que les enseignants communautaires sont intégrées à la fonction publique sous les labels donc, des secrétaires. Comme exemple, le CG André Koussimounéna de Mantimou, abritant aujourd'hui 17 secrétaires. Le CG de Kinsundi, 20 secrétaires. En outre, certains quotas ont été donc dénommés quota Moumaba, quota pour les amis de Colline Makoso, quota Vili. Le MEPSA a conjugué des efforts à diviser les enseignants finalistes aux enseignants prestataires, appelés aujourd'hui bénévoles et communautaires, afin de s'aimer le désordre, d'où la pluralité des groupes syndicaux, afin de vendre des places. Le CECAC met également en garde les syndicalistes véreux, devenus fonctionnaires, en complicité avec certains cadres du MEPSA, continuent de parler et à se servir de quotas de communauté. À l'exemple des messieurs Ngami Daniel, Seme, Yindula, Makumbu, Mokanza et Miete. Voilà pourquoi, au regard de la rigueur de la loi, de tels comportements qui violent l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme constituent une grave violation qui ne devait guère rester impunie. Et nous, ces quatre, demandons la démission donc du ministre Jean-Luc Moutou, du directeur des ressources humaines au Talou, du conseiller technique du ministre M. Poiti et de son attaché Mollet Félicien, qui semblent contribuer donc au mauvais fonctionnement du MEPSA dans le processus d'intégration des enseignants communautaires. Le CECAC informe le chef de l'État qu'il va continuer à organiser des séries de sittings pour revendiquer la bourse, la démission du ministre et de ses collaborateurs. Ensuite, pour clore nos propos, le CECAC sollicite l'ajout du dit quota qui est insignifiant. Vive le CECAC, vive la République, vive l'indépendance. Merci, je crois que voilà, c'est la fin de cette émission. Il me reste qu'à vous dire un grand merci d'avoir été donc disponible pour cette interview, mais dans le même temps, allais-je dire, je vais profiter donc de passer une information qui vient de tomber sur notre table. Elle nous vient de l'université Mariangouabi. On parle d'un chef de parcours qui menace un enseignant vacataire au département arts plastiques. Je vais lire donc le message tel qu'il est là. C'est le professeur Elie Sosten Ganga, donc qui menace un enseignant vacataire qui est dans ses droits, qui réclame ses droits, qui est en grève. Et donc, voici ce qu'il dit. Il m'a été donné de constater que certains cours n'ont pas été intégralement dispensés, soit une ou deux séances seulement, ou bricolés substantiellement par l'enseignant. Remise de petits tapisseries sans explication conséquente, etc. Pour de tels cas, je serai amené à les annuler à la session. Je vous serai gré de m'écrire par mon numéro personnel
et me les citer, si possible, avec le nom des enseignants. C'est toujours les menaces, en fait. Comme quoi, au Congo-Brazzaville, il ne faut jamais revendiquer ses droits. Dès lors qu'un enseignant revendique ses droits, voilà, C'est des on problèmes. profère les menaces, soit de radiation, ou voilà. C'est dommage que ça se passe comme ça. Et celui qui nous écrit nous dit, bon voilà, eux-mêmes les enseignants en fait de l'université, quand ils étaient en grève, voilà, ils ont réclamé, je crois dernièrement, ils étaient en train de réclamer le paiement de leurs arriérés et apparemment leur demande a été satisfaite, mais maintenant que les autres vont en grève parce que eux aussi réclament leurs arriérés, voilà, les mêmes qui hier étaient en grève pour les mêmes raisons, commencent à faire peser les menaces proférer les menaces sur les autres aussi qui demandent leurs droits. Ben voilà, qui réclament leurs droits. C'est comme ça que ça fonctionne au Congo-Brazzaville. Et donc, l'homme est un loup pour l'homme, ben, c'est ce qu'on est en train de constater, curieusement. C'est bien dommage, mais bon, c'est la réalité congolaise, dans l'espoir que tout ça prendra fin un jour. Et que, voilà. Donc, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que j'étais donc avec Fabrice Makonkani, qui est le responsable coordonnateur du collectif des enseignants communautaires actifs, voilà, du Congo. Et il y a eu également Monsieur Ghislain Banakissa, j'ai bien prononcé cette fois-ci, Monsieur Oui. Ghislain Banakissa, qui est donc le vice-coordonnateur du collectif des enseignants communautaires actifs du Congo-Brazzaville. Bien, voilà, notre mission à nous, c'est d'informer. C'est ça. Revenez quand vous aurez besoin de communiquer. Le plateau, il est libre, hein, nous sommes là. Et R7, c'est la liberté d'expression. Le plateau est libre pour tout le monde. Encore grand merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis aujourd'hui. On prend donc rendez-vous pour la prochaine fois. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer, de partager cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Et dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de la situation des enseignants communautaires actifs du Congo-Brazzaville. Merci.